Notre monde vit à l'heure du capitalisme industriel. La technique domine aujourd'hui tous les actes de la vie quotidienne. La production, les échanges, la communication. Ce phénomène a connu ses origines dès le dernier tiers du XVIIIe siècle, lorsque débute en Angleterre la révolution industrielle. L'humanité parcourt depuis lors la plus formidable mutation économique de son histoire. À cause de son ampleur, ce mouvement peut être mis en parallèle avec la révolution néolithique où l'homme inventa l'agriculture quelques 8000 ans avant les débuts de notre ère. Vers 1960, Rostov, conseiller économique du président Kennedy, décrivait les étapes du développement du capitalisme selon 3 stades. Après la phase de décollage, ou take-off, survient la maturité, enfin la consommation de masse. Seuls quelques pays ont parcouru ces 3 étapes. En revanche, beaucoup d'autres n'ont pas encore opéré leur décollage. Dans les pays industrialisés, on assiste au XIXe siècle au développement des échanges facilité par le progrès des transports sans cesse plus rapides et plus denses. L'évolution accélérée des techniques permet une amélioration très sensible de la productivité agricole et accélère l'exode rural. Jointe à ce phénomène, la croissance de la population donne à l'industrie la main-d'œuvre dont elle a besoin. Cette concentration humaine dans les villes, combinée avec la concentration des capitaux et les progrès techniques, permet une production croissante et diversifiée. Partout s'ouvrent des chantiers où s'échafaudent peu à peu les structures du monde industriel. Mais la révolution industrielle s'accompagne aussi d'un nouveau type de crise économique. De 1866 à 1920, elle se succède à intervalles approximatifs de 10 ans. Ces crises ne sont pas inflationnistes, excepté en 1873 aux États-Unis. À l'origine du cycle, nous découvrons une vague d'investissement, le plus souvent dominée par un secteur leader. Ce furent d'abord les investissements ferroviaires, dont on voit le développement de 1850 à 1870. Mais le chemin de fer n'a pas toujours joué ce rôle exclusif. On peut citer entre autres les travaux publics, la marine ou encore la chimie. En Allemagne, par exemple, dans les secteurs des mines et du bâtiment, les sociétés anonymes se multiplient
et les investissements s'accroissent considérablement à la veille de la crise pour s'effondrer ensuite en 1873. En effet, vient un moment où l'investissement moteur rencontre des difficultés. Les prévisions des investisseurs ont été parfois trop optimistes. Par ailleurs, les profits diminuent progressivement à cause de la hausse des coûts de production et de la chute des prix de vente. Dès lors se déclenche une crise financière. Les banques ne veulent ou ne peuvent plus faire de crédit car elles ont immobilisé l'essentiel de leurs capitaux. Les prix des productions animales et minérales, ainsi que celui des produits textiles, baissent à l'occasion des crises. C'est le cas en 1873, comme en 1882, en 1892, en 1901 et en 1907. La crise s'étend à l'ensemble de la vie économique. Par exemple, en 1882, le krach de l'Union Générale provoque une crise boursière grave à Paris comme à Lyon. Henri Germain, fondateur du Crédit Lyonnais, décide de ne plus jamais prendre de participation industrielle. Aux États-Unis, la crise n'intervient qu'en mai 1884. Elle touche la bourse après une panique bancaire qui met à mal un grand nombre d'établissements. La crise révèle également une solidarité entre l'économique, le social et le politique. À chaque crise, on assiste à une hausse du chômage. Voici par exemple le cas de la Grande-Bretagne. L'indice général du chômage augmente de façon spectaculaire et plus encore celui de la métallurgie. Des dizaines de milliers d'hommes sont sans emploi. Les geôles, les pénitenciers, les prisons, les asiles de fous sont pleins. Des hommes à moitié morts de faim et de froid forment des bandes armées. La dépression donne lieu à toute une série de troubles et de délits. Par exemple, l'anecdote que rapporte cet ouvrier, décrit par Jack London, d'un homme condamné à 50 ans de prison pour avoir attaqué, poussé par la faim, un citoyen qui ne portait sur lui que 2 $. Il devient alors difficile de préciser la frontière qui sépare les classes laborieuses
des classes dangereuses, car les temps sont jalonnés d'affrontements violents. À Pittsburgh, en 1877, les troupes fédérales tuent 9 personnes. En France, c'est la fusillade de la Ricamarie en 1869 ou de Fourmi en 1891. À ces formes de répression répond la solidarité ouvrière, souvent défaite en période de crise. Dans une société développée, la crise économique est perçue comme un scandale, surtout lorsqu'on détruit l'appareil de production. C'est le cas aujourd'hui en Lorraine. Ainsi, vers 1890, au terme de crises qui ont été longues, émerge une seconde révolution industrielle. De telles mutations se sont normalement accompagnées du phénomène de la concentration des entreprises, que les crises ont toujours favorisé. L'exemple de l'United States Steel Corporation est célèbre parmi d'autres, de ce mouvement de formation des cartels ou des trusts. Reste une dernière question, celle du rôle des crises sur le plan de l'évolution des sociétés des pays industrialisés.